avec Michel Badarassi. Juste pour introduire, au Sénégal, j'ai justifié un petit mot avant de dire, au Sénégal, l'insertion des jeunes diplômés est un des thèmes majeurs qui pose d'énormes problèmes, tant à la société qu'à l'État. La société, je pourrais vous en dire tout à l'heure. Cette population jeune, qui devient de plus en plus nombreuse, est souvent confrontée aux dures réalités du marché du travail. Trouver un travail après ses études devient un vrai parcours de titan. Ainsi, le chômage des jeunes diplômés n'est plus un phénomène, mais il est une réalité accrue dans notre société. C'est dans ce contexte que nous essayerons aujourd'hui, ce matin, de voir quels sont les problèmes liés à cette insertion, vos insertions à votre insertion, et surtout, nous allons essayer de vous donner des idées, des pistes de réflexion pour répondre à ce problème. Et c'est sans plus tarder que je vais vous présenter notre conférencier du jour, qui est M. Aïd Badarassi, consultant, formateur en sciences sociales, professeur à l'université Cheikh Anta Diop en management de gestion de projet, intervenant aussi dans les universités privées et écoles supérieures du Sénégal, dont ICA, dans plusieurs domaines. Plus à son profil, lui à son profil transdisciplinaire. Ça, je peux dire, M. Si et une bibliothèque, on tient beaucoup de lui, il est généreux dans le fait de donner son savoir, de partager son savoir. Il est aussi président du CREDA, Centre de recherche et d'études pour le développement en Afrique. Le CREDA a piloté le PACPUT, programme d'assainissement des quartiers périurbains de Dakar. Le CREDA a animé des sessions de renforcement des capacités destinées au groupement de promotion féminine. Le CREDA a aussi piloté l'évaluation des intervenants de l'électricité, de l'électrification rurale. Entre autres, ces sommes d'expérience ont permis à Luchy de traduire ses pratiques en enseignement afin d'en faire sa modeste contribution pour le Sénégal et pour l'extension. C'est un monsieur aussi au grand. Sous vos applaudissements, je vous demande de recevoir votre invitation. Il va se déplacer ici. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà, nous allons commencer nos salutations à l'endroit de Michel, le président du conseil de direction de ICA. Déjà, pour sa générosité, il est trop pris, mais chaque fois que de besoin, il prend le temps de venir près des étudiants. Il aurait pu déléguer, si vous voulez, sa présence par rapport au directeur, mais il nous fait souvent l'amabilité d'être là. Monsieur le Président, nous en remercions infiniment. Monsieur le directeur Moustapha Diak, vraiment pour son attachement, son souci de qualité pour l'enseignement, pour l'éducation au Sénégal. On s'est connus il y a cela plusieurs années, très longtemps, plus de 20 ans, mais c'est la même personne. Le même souci de qualité, le même amour pour un travail bien fait, notamment pour l'éducation et la formation. Et je tiens à préciser pourquoi est-ce que je chemine avec lui. Je veux cheminer avec lui. Très simple. Parce que si vous voulez détruire un pays, si vous voulez construire un pays, c'est pas l'éducation. Cheikh Anta Diop disait, de façon très logique, c'est pas parce que Cheikh Anta Diop l'a dit que c'est vrai, mais parce que c'est vrai que je le répète. Il disait que, armez-vous de savoir jusqu'aux dents, à savoir égal, seule la vérité triomphera. Armez-vous de savoir et allez prendre votre patrimoine culturel vers le monde. Seul le savoir peut marquer la différence partout. Et c'est sur ça que monsieur le directeur, monsieur Diak, est là-dessus. Et il sait que non seulement il y a à mettre son nom pour la postérité, mais il y aura de l'argent. C'est ce qui est une évidence. D'accord. Monsieur Diak, nous en félicitons vraiment. J'ai tenu vraiment à porter ces propos parce que, vous me rendez dans ce club-là, je fais le tour de beaucoup d'écoles et d'universités. Mais
il n'y a rien de tel. Félicitations. Donc, à M. Aïdara, vraiment, qui est un produit de M. Diack, un grand intellectuel, un grand cadre africain. M. Diack a une option très simple, c'est le thème de ce qu'on va voir, très simple, de prendre des gens qui, d'emblée, n'ont pas d'expérience. Ils en font des cadres africains de très haut niveau. M. Aïdara peut rivaliser avec n'importe quel Africain. Et c'est un produit de ICA. D'accord. M. Diack est patient. Il est ouvert. Il s'est enseigné. Et l'atout principal sur le du manager, c'est d'être patient. Il est patient. Il sait accepter les erreurs et donner le meilleur de lui-même aux autres. Donc le transfert de compétences de façon très progressive. Merci encore, M. Aïdara. Donc, mes propos vont aller vers M. Victor Pié, qui nous a fait l'honneur de venir ici assister, si vous voulez, à cette journée. Vraiment, c'est un grand plaisir. Donc, nous aurons des mots à porter, si vous voulez, au Centre culturel français, qui est l'Institut français, Léopold Sédar Senghor. Et très souvent, je le disais par rapport à beaucoup, si vous voulez, de rentrer de cette manière, allez-y vers l'Institut, demandez à être aidé, aussi bien dans le numérique que dans la mise en place d'un laboratoire de langue. Parce qu'actuellement, la langue de travail, c'est le français. On se rend compte que ça ne parle plus français dans les espaces d'échange, notamment dans les universités, les grandes écoles. C'est le véhicule de travail. D'accord. Même des fois dans les classes, ça parle beaucoup plus wolof. D'accord. N'est-ce pas? Donc il y a un problème du véhicule linguistique. Et pour ça, l'Institut français peut beaucoup aider, si vous voulez, à ce niveau, au-delà du numérique. Donc je vais y revenir. Je remercie aussi les membres, si vous voulez, de l'administration de ICA, tout campus confondu. J'ai pour habitude de faire le tour, mais c'est le premier élément, si vous voulez, de la qualité que je retiens et que vous avez pris par ailleurs, si vous voulez, au directeur, c'est la qualité de l'accueil que vous avez. Je vous en félicite. Et je vous conseille d'aller dans ce sens. D'accord. Je remercie aussi mes collègues, le corps professoral de ICA, des amis des consultants que je connais, des gens qui ont beaucoup plus de capacité d'expertise pour animer ce sujet. D'accord. Mais qui m'ont laissé devant pour porter, si vous voulez, quelques propos, si vous voulez, donc qui ne sont pas des propos de grande expertise, mais c'est de ce que je sais par rapport, si vous voulez, à la problématique. Donc c'est, comme qui dirait, on va faire le donner et le recevoir. Je remercie aussi les étudiantes et les étudiants, les très chers invités et les parents d'étudiants, n'est-ce pas? Donc sur ce, je vais essayer d'aborder, si vous voulez, la thématique du jour, qui est insertion professionnelle des étudiants après leur formation, système et stratégie politique. Le thème ne pouvait pas être plus pertinent. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de former et de mettre des gens dans la rue à ne rien faire. La finalité d'une école de formation, c'est de former un profil, mais de ne pas suivre sur le terrain. Mais c'est par souci de déontologie, parce qu'on ne peut pas prendre de l'argent des gosses et les laisser dire que débrouillez-vous. Donc c'est par souci de qualité, comme je l'ai dit, sur toute une chaîne, sur tout un chaînon, que l'école s'est inscrite pour pouvoir travailler sur l'aspect insertion professionnelle. Parce qu'il y a des structures d'insertion qui ne sont pas l'école. Mais l'école a pu arrimer l'insertion, si vous voulez, à sa stratégie. Et c'est très pertinent. Nous allons revenir là-dessus. Mais avant de parler insertion, je dis qu'il y a un élément qui est fondamental. On s'insère dans un tissu économique. Et pour ça, il faut connaître, si vous voulez, la réalité de l'économie de notre pays, le Sénégal. Le Sénégal est un pays agricole. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes tous des paysans, nous sommes tous des caoucous. Nous avons quitté l'intérieur du pays pour venir nous sédentariser au niveau des centres urbains. Mais tous nous sommes de l'intérieur du pays. Sauf les quelques rares personnes qui sont récemment venues par migration, qui sont les Lébou, qui sont des gens de l'intérieur du pays, du Caïra. Les vrais autochtones, ce sont les Mandingues. Les Lébou sont venus et les ont fait sortir. Pour dire que nous sommes des gens de l'intérieur du pays. Des gens purement agricoles. D'accord. Et seule l'agriculture, je ne parle pas des autres richesses, seule avec l'agriculture, avec toutes les filières possibles dans l'agriculture,
le Sénégal aurait pu être un pays développé. Seule l'agriculture, je ne parle pas des autres sous-composantes, non. L'agriculture avec les séries de métiers, nous allons en venir. D'accord. Donc nous sommes un pays agricole. Mais dans cette agriculture, nous avons un grand potentiel. Le grand potentiel, c'est quoi? Nous avons de l'eau à foison, mais on attend de l'eau de la période hivernale. Une seule petite période. Alors qu'en réalité, nous avons des ressources souterraines. Dakar, c'est une presqu'île, c'est presque une île. Dakar est une éponge. Dakar est spongieux. D'accord. Au lieu de prendre de l'eau du lac de Guiers pour faire traverser tout un pays, on aurait pu créer des forages et prendre ça, l'amener dans les zones où il y a beaucoup plus de sécheresse, notamment la zone sylvopastorale. Nous allons voir ça. D'accord. Donc c'est dire que le potentiel agricole du Sénégal peut servir de levier de croissance. Le potentiel dans l'agriculture du Sénégal peut servir de levier de développement. N'est-ce pas? Donc, un secteur dont je vais montrer quelques métiers possibles pour vous permettre de vous insérer à vos étudiants. D'accord. De la même manière que l'agriculture est un secteur fort, nous avons un secteur hyper fort. Fort, pourquoi? Parce que nous sommes une exception par rapport au monde. Entre le Pérou, la Mauritanie et le Sénégal, voici les 3 grands pays de la pêche. Pourquoi? Parce que ce sont des zones où il y a une rencontre d'eau chaude et d'eau froide. C'est là où se trouvent les poissons. La Mauritanie, elle est très poissonneuse. Le Pérou est très poissonneux. Le Sénégal, pareil, mais le Sénégal a perdu toutes ses richesses. Pourquoi? On va le voir. Nous ne manquons pas d'idées, mais peut-être nous manquons quelque chose qu'on va voir tout de suite. Seule la pêche aurait pu faire du Sénégal un pays immensément riche. Seule la pêche aurait pu faire du Sénégal un pays immensément développé. Je ne parle plus maintenant de l'agriculture. Parce que nous avons 700 km de côte poissonneuse. Maintenant, si le Sénégal se permet d'aller dans d'autres pays comme la Mauritanie et se dire que nous sommes violentés dans ces pays, mais oui, la Mauritanie, je vous conseille de garder vos ressources. Ce que nous avons fait pour gâcher nos ressources, mais il ne faut pas qu'on vous exporte nos problèmes. Une plaie, on la soigne là où est la plaie. On ne diffère pas les problèmes. L'élevage aussi. L'élevage est un grand potentiel parce que nous avons un peuple d'éleveurs. Nous avons les Peuls, une grande expertise en élevage. Nous avons les Sérères, une grande expertise en élevage. D'accord. Donc pour dire que le Sénégal peut être un pays très développé, c'est pour vous expliquer la texture, si vous voulez, de l'économie sénégalaise, qui va vous permettre de vous insérer. Maintenant, il y a des anciennes découvertes et des récentes découvertes au niveau du gaz, du pétrole, de l'or, du fer, du diamant, du manganèse, du zircon, et j'en passe. D'accord. Ce sont des secteurs intégrateurs de ressources humaines. Vous avez compris? L'autre élément qui est fondamental, qui est un secteur à la disposition de tout le monde, c'est un secteur qui, si vous ratez ce secteur, vous ratez le tout, c'est le secteur du numérique. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé, lorsque j'ai vu Michel Pied qui était là, lorsque j'ai vu le numérique, j'étais aux anges. Parce que si vous ne maîtrisez pas le numérique, vous seriez au Moyen-Âge. Actuellement, ceux qui seront au devant, c'est ceux qui maîtriseront le numérique. Vous êtes un excellent comptable, le meilleur du monde, vous ne maîtrisez pas le SARI. Vous êtes au Moyen-Âge. Et forcément, on peut maîtriser le SARI et ne pas être comptable. Donc, pour dire que le numérique est un élément fondamental, si vous voulez, dans ce processus. Et le numérique est un aussi intégrateur de, si vous voulez, de ressources humaines. D'accord. L'autre élément qui est fondamental, j'étais tenté, si vous voulez, de les citer, les métiers qui gravitent autour de l'agriculture, pour vous dire qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Il y a des métiers qui gravitent autour de l'élevage. Il y a du potentiel. Les métiers qui gravitent autour de la pêche, pareil. Les métiers qui gravitent autour du pétrole, du gaz, etc. Et aussi le numérique. D'accord. Donc, mais je dis que tout ceci, le Sénégal a un avantage qui est structuré de façon naturelle, qu'on appelle les zones agroécologiques. Les zones agroécologiques, c'est quoi? Ce sont des textures géographiques où on dit que de tel côté, nous avons tel type
de richesses à exploiter. Nous avons la vallée du fleuve Sénégal, Saint-Louis-Matam, où nous avons un sol limoneux. Parce qu'il y a des crues il y a des cultures de crues et de décrues. D'accord. Le fleuve qui vient, ça se retire, ça laisse des limons. Les sols sont fertiles, c'est le maraîchage à outrance. Les problèmes de ce secteur, nous le connaissons. Il y a des gens qui exploitent très bien, il y a des problèmes de piste de distribution, qu'on appelle piste de production. D'accord, hein? Donc c'est juste dire que nous avons aussi un autre élément qui est la zone sylvopastorale. C'est quoi? C'est la zone qui vient juste en dessous, c'est pour l'élevage. Je disais là, le Louga, une grande partie de Louga, où nous avons le ranch de Doli. Parce qu'ils ont bien compris, mais il ne fallait même pas faire le ranch. Le ranch a créé beaucoup plus de problèmes que ça a réglé. Parce que le ranch, c'était pour cloisonner les gens, pour éviter les conflits. Les gens n'entrent même pas dans le ranch. Et ne veulent pas que d'autres acteurs y touchent. C'est un problème. Parce que tout simplement, on définit les problèmes à la place des autres. On ne fait pas du management participatif. D'accord? On dit que, ah, l'IMO Warabach. Non, il ne faut pas penser par rapport aux autres. Il faut faire le cerveau collectif. C'est ce que j'ai remarqué, ce que M. Moustapha Diak fait. Il se réunit très souvent avec tous les acteurs du dispositif. C'est pourquoi lorsque vous venez dans l'espace, rien n'est laissé au hasard. Même le jardinage. C'est un plaisir d'entrer dans les toilettes. C'est un plaisir d'entrer n'importe où. Même la mosquée, n'importe où, vous voyez de la qualité. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tantôt. Donc je disais aussi, un autre élément qui est la zone des Niayes. La zone des Niayes est un hub de possibilités agricoles. D'accord. Un autre secteur qui est le bassin arachidier. Mais l'arachide, ce n'est pas pour nous. Mais pourquoi prendre un espace l'appeler bassin arachidier? Mais c'est tout simplement une culture qui n'est pas destinée à nous. C'est une culture qui est destinée à Michel Pied de la France. Parce que c'est une culture dont toutes les composantes servent, si vous voulez, pour l'exportation. D'accord. Mais quel est le désavantage de cette culture qui n'est pas pour nous? Parce que l'arachide a cette capacité d'usure du sol. La France ne va jamais oser prendre l'arachide pour en faire une exploitation. Non. Parce que la France est un pays grandement agricole. D'accord. Les agriculteurs qui font la grève, c'est un secteur de haute névralgie. Rapidement, le président les appelle, on discute quel est le problème. Les agriculteurs prennent même des œufs, ils tapent sur le président, il fait comme ça, après on discute. Oui, parce que pour dire que ce sont les vrais acteurs du développement de la France. Mais ils nous ont permis à nous de prendre, si vous voulez, avec la complicité de grands politiciens Senghor, qui ont intégré, si vous voulez, cette culture. Et ça a créé quoi? Pourquoi j'en parle? C'est pas gratuit. Le bassin arachidier, c'est où? C'est Kaolack, c'est Thiès, une partie de Louga, Diourbel, etc. Kaffrine. Mais toutes ces zones, ces zones maintenant arrivent, les sols sont desséchés. Et ce sont ces gens qui ont fait des mouvements de population vers les centres urbains. L'exode rural. Tout s'explique, il faut avoir le maximum d'informations sur les situations. Vous avez compris ça? Donc tout le problème du Sénégal, c'est cette migration pendulaire, c'est cette migration de l'intérieur vers les centres urbains. Ils viennent, les centres urbains sont surdébordés, surpeuplés. C'est le banditisme, c'est l'insécurité et c'est la France. C'est l'Europe pour chercher, alors que les gens vivent les mêmes problèmes partout. Parce que nous sommes assis sur de l'or. L'or, c'est quoi? C'est la terre. Et j'ai bien aimé une chanson de Victor Hugo. Le paysan qui sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. J'ai caché un trésor, mais je ne sais pas où c'est. Mais creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la mer ne passe qu'elle repasse. Lorsqu'ils ont fait ça, ils n'ont rien trouvé. Ils ont vu la période hivernale, ils ont semé. Après, ils ont eu une grande richesse en termes de récolte. Ils se sont dit, ah tiens, en réalité, le trésor, c'est le travail. Le travail, Laïwad le disait, travailler, toujours travailler, encore travailler. Mais il a oublié un mot qui est essentiel, bien travailler. Faire, oui, mais bien faire, c'est ce qui manque le plus souvent. Donc, nous avons aussi la Casamance, qui devait être en réalité le grenier en termes de richesse du Sénégal, comme l'Ukraine pour l'Union soviétique. Alors, la Casamance devait être le hub. Mais la Casamance, on dit de reconstruction. Je dis non, on reconstruit quelque chose qui a été construit. La Casamance est à construire. J'y vais très souvent, mais c'est un hub
en termes de richesse. Il y a tous les types de flore. D'accord. C'est un peu le même paysage que la Guinée. Donc nous avons cette chance, d'accord, mais qui est inexploitée. Nous allons parler maintenant du Sénégal oriental, où on pense que c'est le riz, plutôt le mil et le coton. Mais actuellement, les richesses aurifères dont le Sénégal nous connaît. Bien? D'accord. Le fer, toutes les grandes richesses, seul le fer aurait pu faire du Sénégal, seul le fer, je ne parle plus de l'agriculture, de la pêche ou autre, seul le fer aurait pu faire du Sénégal un grand pays de croissance et de développement. Je parle de ces deux mots, la croissance et le développement. D'accord. Donc, par rapport à ça maintenant, qu'est-ce que les pouvoirs publics ont fait? Les pouvoirs publics ont fait une chose très simple, et je le dis de façon très honnête, ont mis en place un outil de politique publique qui s'appelle le plan Sénégal émergent. Mais le plan Sénégal émergent, je le dis et je l'ai toujours dit, moi je ne suis pas politique et je ne serai jamais politique, parce que je me connais. Je pense que je suis un technocrate. Je dis que c'est le meilleur plan que le Sénégal n'ait jamais produit. Lorsque j'ai lu ce plan, non, j'étais séduit. À tous les points de vue, c'est un plan pertinent, très didactique. Quelqu'un qui ne connaît absolument rien, qui sait lire et comprendre le français, il peut dire que, ouf, le Sénégal va être développé. Je suis en phase avec le plan. Mais qu'est-ce qui a manqué dans ce plan? Le plan devait être conduit par des technocrates, mais ce sont des politiciens qui n'ont rien compris de ce plan, qui soutiennent, si vous voulez, cette initiative. C'est pourquoi, qu'est-ce qui devait être fait au niveau politique, en termes de stratégie politique, comme le fait le Canada? Le Canada a deux structures politiques en termes de management. Il y a l'architecture ministérielle politique, l'architecture ministérielle technique. Celle technique rencontre à l'Assemblée nationale, celle politique rencontre au président de la République. Et chaque fois, ces deux architectures se voient pour faire le cerveau collectif. D'accord. Les politiciens, c'est pour applaudir. D'accord. Mais on les laisse applaudir, c'est pas mauvais d'applaudir. D'accord. Mais il faut travailler parce que c'est possible. Nous avons toutes les ressources pour être les premiers. Mais pourquoi nous sommes les derniers? D'accord. Mais lorsque je vois des vivres de soudure, mais je dis non, ça il faut pleurer vraiment. Nous sommes des pays riches, immensément riches, à population pauvre, immensément pauvre. Mais c'est contradictoire, non? C'est parce que nous sommes pauvres en termes d'initiative, la prise de l'initiative. Donc il y a des choses, il y a des éléments macro-politiques, je ne vais pas y toucher. D'accord, vraiment pas y toucher. Il y a des raisons qui expliquent ça. Je ne vais pas y toucher, mais mettons-nous à l'esprit que nous sommes des gens riches, des pays riches à population pauvre. Maintenant, l'État a fait quoi? L'État a mis en place ou a réactivé des séries sur les initiatives. Dans ces initiatives, nous avons la DER, la direction de l'entrepreneuriat rapide. Oui. Lorsque vous voyez la pertinence si vous voulez, de la nomenclature, de la définition si vous voulez, des TDR de la DER, mais vous allez dire que mais ça va réussir. Mais entre les mains de politiciens, non. Nous avons aussi l'ANPEJ, entre les mains de politiciens. Nous avons l'ANIDA, nous avons le PRODAC, nous avons le PRACAS, nous avons beaucoup d'autres structures. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous remarquez l'ensemble de ces structures, il y a plusieurs constantes. Il y a le mot accélération, il y a le mot résultat, il y a le mot communautaire, il y a le mot qualité, il y a le mot émergence. Mais moi je dis que le processus de développement ne se fait pas de façon accélérée, c'est pas possible. C'est du lundi au dimanche. On ne peut pas accélérer on est le lundi, on ne peut pas accélérer le dimanche, c'est pas possible. Il faut s'inscrire dans une temporalité pertinente et faire les choses, bien faire les choses et les dépasser pour les capitaliser. Mais accélérer, PRACAS, programme, ça s'appelle programme d'amélioration de la cadence de l'agriculture. Le fast track, non, on n'est pas pressé. Ils nous ont dit 2012-2035, mais on a le temps, non? Pourquoi accélérer? Mais en réalité, ils ont accéléré des slogans. On a tellement communiqué que finalement, on dit que oui, mais dans l'effectivité, le résultat n'est pas bon. C'est pourquoi le président Macky Sall, un moment, il a lancé un élément qui est fondamental. Faites en sorte que ce que vous faites, que je puisse voir ça. C'est ça qu'il a appelé la gestion axée sur les résultats. C'est quoi? C'est un outil très simple qui veut dire que ne me montre pas le processus de ce que tu fais. C'est votre résultat qui m'a dit ce que vous êtes en train de faire.
d'accord nga dem ci lamb ñu daal la nga naan non sama fii da doon métti suba ñu daal nga ne sama fii moo doon métti finalement da ngay booy dem man la boo daanoo sa fan mooy métti waat mais il faut qu'on se le dise d'accord le résultat donc d'accord donc je disais que le grand problème du PSE c'est quoi? C'est un problème de qualité des ressources humaines. Vous avez un poisson, si la tête est cachée, mais c'est tout le poisson qui passe. D'accord. Et le corps humain, comme le corps organisationnel État, c'est le même dispositif de pilotage. Quelqu'un à qui on coupe la tête, c'est une personne qui va mourir. On peut couper quelqu'un le doigt, le pied, plutôt. Ça peut vivre, mais la tête, ça va mourir. C'est le problème, c'est au niveau macro-politique. Nous avons des gens qui savent bien définir, bien parler. Mais le problème, c'est le comment des choses. Et le comment des choses, mais c'est l'outil des technocrates. D'accord. Mais pour anecdote, mais je connais quelqu'un qui a le CEP, qui est avec moi, qui connaît mes compétences. Mais il est très haut perché. Là où il va, on dit que mais vas-y voir M. Si pour t'aider. Il dit qu'il n'a pas besoin de moi. Mais il fait que des erreurs. Que des erreurs. Des fois, il m'appelle par hasard pour des gars, c'est juste pour dire que, au lieu d'aller vers la bonne personne, maintenant, si vous avez des résultats, vous pouvez faire l'actif politique. Mais prenez les bonnes ressources humaines. D'accord. Donc, l'autre élément, pour aborder maintenant le sujet, comment les étudiants doivent faire en profiter de l'insertion professionnelle. Ça, c'était l'analyse au niveau macro. Maintenant, nous allons voir maintenant les étudiants. Parce que déjà, nous sommes en situation de rareté de l'emploi. Parce que c'est ce qui devait poser le cadre macroéconomique ou macropolitique pour nous permettre, si vous voulez, de nous insérer. Mais ces gens ne savent absolument rien. Il faut qu'on ose le dire. D'accord? Ils ne savent absolument rien. Pourquoi ils ne savent absolument rien? Parce que le résultat n'a pas montré la qualité des ressources qui sont à leur disposition. Nous avons des ressources minières, gazières, toutes les ressources. Nous avons les hommes, nous avons l'eau, nous avons tout. Et nous avons faim. Mais c'est un problème. Israël est dans un désert. En un temps record, moins de 5 ans, ça devient un paradis terrestre. Mais comment ils ont fait? Tout simple, travaillent excellemment. On peut leur donner tous les torts du monde, mais c'est le plus grand travail du monde. Mais on va exploiter leur expertise pour pouvoir en bénéficier. Donc, maintenant, la question à se poser est la suivante. Comment s'insérer professionnellement dans cet environnement de rareté de possibilités? Les possibilités sont rares, mais c'est possible maintenant de s'insérer. Et nous avons 3 niveaux par rapport à l'insertion. Le premier niveau, c'est quoi? C'est d'abord faire en sorte que d'avoir de la qualification et un peu de compétence. On ne va pas être d'accord. Un peu de compétence pour aller vers l'entreprise chercher de l'emploi. C'est une possibilité. Mais monsieur le directeur, tout à l'heure, monsieur Jack, a parlé du filon. Le filon, c'est l'entrepreneuriat. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est quoi? Mais c'est très simple. C'est regarder les autres se faire de la richesse, être spectateur du développement des autres. Ne rien faire. Quelqu'un qui ne fait rien ne se trompe qu'une seule fois. C'est déjà trompé à ne rien faire. Parce que le monde est fait par les hommes. D'accord. Pourquoi le président dit attendez-moi, 6 millions de Sénégalais, c'est moi qui vais régler votre problème. Lui, il a des problèmes chez lui qu'il peut régler. Il peut régler notre problème. Non. Il ose prendre les choses. Donc, le premier élément, c'est oser prendre des initiatives. Mais y aller avec toute la prudence. D'accord. Avec de la compétence. Mais en ayant une équipe et faire cerveau collectif. Par rapport à ça, j'ai retenu un certain nombre de stratégies. Le premier niveau de la stratégie pour s'insérer, c'est avant même que vous ne finissiez votre formation. Avant même. Je dis que le choix de votre filière va vous aider à vous insérer. Moi, je suis très fort en français, nul en maths. Je vais dans une filière de comptabilité. Mais non, ma formation ne sera pas pertinente. Vous avez compris? Parce que je n'ai pas de prérequis en mathématiques, qui sont des prérequis importants pour pouvoir être à l'aise dans l'espace, si vous voulez, comptabilité. Donc, c'est vos prérequis que vous avez qui vont déterminer déjà votre filière et de là, tout va se faire. Il ne s'agit pas de vouloir une chose, mais il s'agit de connaître son potentiel. D'abord, n'est-ce pas? L'autre élément qui est important, c'est lorsque vous êtes dans les études. Moi, je le dis, 5 ans, ce n'est pas long. Restez à faire des études, n'allez même pas en boîte. Le Sénégal, l'Afrique, c'est le seul continent, le Sénégal ou l'Afrique,
c'est le seul continent où on ne devait même pas vendre de lits pour dormir. Non, mais on doit pas avoir le temps pour dormir. On doit avoir le temps et pour étudier et pour travailler. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Peu de gens pour le faire, peu de gens pour le faire bien. D'accord. La première puissance du monde, ça devait être l'Afrique. Par extension, nos pays. D'accord. Donc l'autre élément, c'est lorsque vous êtes en formation, n'attendez pas tout des professeurs. Prenez le cadrage si vous voulez du travail, soyez assidus, restez en classe, écoutez le professeur, posez des questions, faites en sorte que vos professeurs soient vos amis, parce que nous avons sensiblement les mêmes âges, d'accord, hein? Sauf moi qui suis un peu vieux quand même, mais il faut donc c'est juste dire que excusez-moi pied, excusez-moi, c'est juste quelques grains de sel que je... D'accord, hein? C'est juste dire que faites en sorte que vos études soient votre centre d'intérêt. D'accord. Moi, lorsque je faisais mes études, je passais la journée du matin au soir. Mon premier boulot, c'était un de mes professeurs à qui j'ai réglé son problème d'entreprise. S'il prenait un constant, c'était des millions. Avec les outils que j'ai pris avec les professeurs, j'ai réglé son problème. Un étudiant qui sort du premier cycle, il me paye 150 000, je refuse. Autant en 90. Je refuse. D'accord. La première initiative que j'ai faite, c'était dans l'entrepreneuriat. Et j'ai gagné immensément. Et depuis lors, je ne suis qu'un freelance. Mais tout ça, ça ne s'invente pas. Ce sont la qualité de vos études. Et vous avez d'excellents professeurs ici. D'accord. D'excellents professeurs. Moi, c'est des gens qui m'invitent dans des espaces professionnels, qui me font gagner de l'argent et à qui aussi je fais gagner de l'argent. L'autre élément, je suis long, monsieur le président, mais je vais finir. D'accord. Donc, l'autre chose qui est importante, c'est qu'il faut essayer d'intégrer un incubateur. Vous êtes en formation, vous ne connaissez rien de l'entreprise, mais allez-y vers les incubateurs. Mais vous avez une chance. Laquelle, c'est que vous avez au niveau de l'école un cadre qui s'appelle un cadre d'incubation. Moi, j'ai vu les TDR, je connais l'homme qui a mis en place et je connais les ressources humaines qui gravitent autour. Vous êtes choyés. D'accord. L'incubateur va vous permettre de connaître les b.a.-ba de l'entreprise. Et vous sortez, vous ne ferez qu'aller vers la pratique. Et l'autre élément qui est déterminant, avant même de sortir, commencez entre amis de mettre en place une entreprise, d'accord, hein, avec l'appui de vos professeurs. Donc là, c'est avant, n'est-ce pas? Maintenant, vous sortez, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Lorsque vous sortez, on a le cas où c'est pour demander de l'emploi, l'autre cas, c'est pour aller créer son entreprise, qui est l'entrepreneuriat. Dans le cas où on va chercher de l'emploi, je le dis et je le répète, un étudiant qui sort ne doit pas demander de l'emploi, ne doit pas chercher de l'emploi, non. Un étudiant qui sort est qualifié, c'est quelqu'un qui a un diplôme, il n'est pas compétent. L'entreprise ne vous prend pas pour vous former, comme fait Michel Diack, non. L'entreprise vous prend, il faut être exceptionnel comme lui pour le faire, parce qu'il croit à la ressource humaine. L'entreprise, qu'est-ce que vous devez faire? Vous êtes en formation, acceptez entre guillemets de vous faire tromper par des entreprises. Ne demandez pas de transport, ne demandez rien, mais essayez de voir la réalité des entreprises. Vous allez découvrir immensément de secrets. Les secrets, on ne peut pas vous les dire en classe. Non, ce n'est pas possible. C'est dans la réalité de l'entreprise que ça va se voir. Je suis communicant, j'entre dans un cabinet, je travaille, j'apprends beaucoup plus que je leur donne. Je vais dans un autre cabinet de communication pareil, pour dire qu'on apprend beaucoup plus de la pratique. C'est le learning by doing que disent les Américains. Apprendre dans la pratique. D'accord. Donc, l'autre élément, c'est répertorier l'ensemble des entreprises de votre secteur. D'accord. Vous êtes dans un secteur, répertorier l'ensemble des entreprises qui gravitent autour de vous. D'accord, hein? Et vous faites vos demandes. Et dans vos demandes, chaque fois, ayez en bandoulière un sac où vous avez les originaux ou bien les originaux légalisés. D'accord, hein? Ayez tous nos dossiers et ayez un CV actualisé chaque fois en numérique. Parce qu'un CV, le problème qui se pose avec les CV, c'est que quelqu'un peut déposer le même CV dans plusieurs entreprises. Alors qu'un CV est déposé, c'est le système bis et coup. Vous regardez l'entreprise, vous regardez votre profil, vous essayez de dire le mot qui l'intéresse. C'est un peu la stratégie AIDA en marketing. La stratégie AIDA, c'est quoi? Le A, c'est comment attirer l'attention de la personne qui va lire votre document. Le I, comment susciter l'intérêt. Le D, le désir. Le A, l'action de vous appeler. Mais pour ça, il faut adapter votre CV en fonction de chaque entreprise. Vous avez 10 entreprises, vous avez 10 CV. Moi, des fois, je n'ai pas un grand diplôme,
je suis professeur à l'université, mais comment je fais? Je mets au devant mes expériences professionnelles. Voici ce que j'ai fait au niveau national. Beaucoup de programmes, beaucoup de plans, c'est moi qui ai conçu. D'accord. Mais lorsqu'on voit que, ah bon? Lorsque vous voyez mon petit diplôme, vous dites que de toute façon, quelqu'un qui a fait ça est expert. Mais si j'avais le doctorat, j'aurais pu mettre le doctorat. Donc c'est une stratégie. D'accord. L'autre élément, lorsque vous allez en stage, il faut faire en sorte d'être très correct. Parce que lorsque vous n'êtes pas correct, vous n'aurez pas de lettre de recommandation. D'accord. Vous sortez, vous avez une petite expérience, demandez à avoir une attestation, une lettre de recommandation. Ces papiers vont vous servir pour que, ah oui, vous avez été à ICA. Moi, j'ai une lettre de recommandation qui m'a été donnée par M. Jack pour tout ce que je fais ici, mais ça a été de l'or. Je ne sais pas comment il a fait pour me donner, mais c'est un petit papier, mais ça m'a servi quelque part où j'ai gagné de l'argent. D'accord. Oui, parce que c'est un raccourci, on a ICA, oui, je connais ICA avec toute sa communication, donc pas besoin même de l'appeler, c'est du béton. Tu passes par la comptabilité. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, un autre élément qui est très déterminant et que je vois ici, savoir bien s'habiller. Pourquoi vos écoles cherchent à uniformiser votre habillement? C'est pour vous habiller, c'est pour vous habituer à vous habiller très correct. En costume, oui, parce que nous avons le faible de l'Occident. D'accord. Moi, je viens en grand bout, j'ai perdu beaucoup de marché parce que je suis souvent en grand bout. Non, non. Un oncle est venu de France, il m'a offert un costume, vraiment, etc., pour que je vienne intégrer son cabinet. Mais lorsque j'ai porté le costume, j'étais comme et je l'ai offert à quelqu'un. Après j'ai dit que ce gars ne veut absolument rien. Des fois, il me sollicite rapidement, mais il veut avoir le vestimentaire. Mais il ne faut pas changer la chose. Les gens attendent ceci, mais faisons dans ce sens. Habillez-vous de façon très correcte en occidental, parce que nous sommes dans un espace où cet élément est important. D'accord. Mais que ce soit pas neuf forcément, mais très correct. Vos cols de chemise, les ongles, etc. Soyez propre. Et un peu de parfum lorsque vous venez juste à l'endroit. Ouais, pour un peu donner. Mais parce que vous dites mais c'est un problème. Donc, n'oubliez jamais, c'est toujours dans l'emploi. Les chaussures. Les gens vous regardent déjà la tête, la coiffure, les chaussures, après ils vous écoutent. Vous avez 75%, vous n'avez rien dit, vous avez 75%. Maintenant, on va. D'accord. Vous dites tac tac les 20 premiers mots de façon très correcte. Tac 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 tac. D'accord, monsieur, ben, asseyez-vous. Des fois, on ne vous invite même pas à vous asseoir parce qu'on ne vous attend pas. Mais des 20 premiers mots, tac, on vous dit, monsieur, asseyez-vous. Alors que c'était, si vous ne réussissez pas les 20 premiers mots, on vous dit, ben, monsieur, laissez, vous avez une carte de visite, ben, on va vous rappeler. C'est pour ne plus vous rappeler. D'accord. Donc, se doter des techniques d'entretien. Moi, je ne vais pas y aller en technique d'entretien parce que vous avez des professeurs qui sont très bétons, qui vous ont donné, il faut chaque fois actualiser ces techniques. Demandez conseil à vos seniors et aux professeurs. Vous avez des professeurs de rang ici dans cette école. Il faut les coacher, il faut en faire des amis. D'accord. Il ne faut pas les laisser partir avec non. Monsieur, si j'ai besoin de ceci, je vous donne 2 conseils. Ces conseils, c'est avec ça que je vis. D'accord. Maintenant, vous faites tout ceci, vous n'êtes pas prêt. Mais il ne faut pas dire que je suis nul. Non. Parce que c'est une sélection. Peut-être que vous avez dit 100 000, eux, ils avaient réservé 90 000. Peut-être que vous avez dit que j'habite Guédiawaye, ils voulaient que vous habitiez le plateau. Vous avez dit que vous êtes marié, peut-être qu'ils voulaient que vous soyez célibataire, mais ils ne vont pas vous dire. Donc, puisque c'est une sélection, dites-vous que leur choix est porté sur quelqu'un. Je suis bon, toujours. Mais chaque fois, il faut être persévérant. Donc, ça, c'est pour l'emploi. Il y a beaucoup à dire, mais maintenant, par rapport au filon que M. Jack a dit, qui est l'auto-emploi, qui est l'entrepreneuriat. Je dis le premier élément, c'est de déceler un créneau porteur. Mais moi, je dis que ici, cette école peut vous servir déjà, cette école. Vous pouvez monter une entreprise, si vous voulez, d'entretien des gazons. Oui, une entreprise d'entretien des gazons, une entreprise de nettoiement des campus. Chaque campus, vous avez 40 000. 40 000 fois 3, ça fait 120 000. C'est le premier élément de salaire. Et qui ne vous prendra pas beaucoup de temps. Et qui vous permettra aussi de voir ailleurs. Mais surtout de faire de la qualité. Parce que les gens n'ont pas remarqué l'intégration économique de nos amis guinéens. Qu'ils avaient commencé par Diallo Banana, Diallo Keri. Maintenant, ce sont les Diallo grands immeubles, tous les grands immeubles de Dakar. On n'en parle pas. Ils avaient commencé petit,
et ils avaient une grande vision sur le dossier qu'ils avaient. Actuellement, ils sont en train d'intégrer nos universités. Un des candidats de la présidence était un membre du barreau sur les Sénégalais au niveau de la récente élection présidentielle. C'est dire que c'est des gens qui ont commencé petits mais qui savent aller très loin. D'accord. Autre élément par rapport à l'entrepreneuriat, je m'excuse, monsieur le directeur, c'est juste quelques éléments. Donc par rapport à l'entrepreneuriat, vous êtes jeune, il y a un hub que vous devez très souvent fréquenter. C'est quoi? C'est la chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Dakar ou de nos régions. Dans ces chambres, ce sont des gens qui quittent leur pays, qui ont des opportunités pour dire que qui veut être riche? Personne n'y va pour répondre à la question. Les chambres de commerce, je dis qu'un étudiant qui veut faire dans l'entrepreneuriat, chaque jour, il est en train, regarder, assister à un forum ou à un salon et partir. J'ai eu une fois, lorsque j'étais étudiant, parce que je connaissais le process, les cartes de visite, tout ce qu'il fallait, une entreprise turque a voulu me donner des brouettes, des râteaux, tout un matériel de... Il me donne, je vends, le matériel vendu, je lui donne de l'argent avec ma marge. En ce moment, lorsqu'il a dit des conteneurs, j'avais peur et j'ai fui. Parce que oui, c'était un levier que j'ai essayé et ça a marché et je n'étais pas prêt. C'est juste vous dire que ce sont des leviers qui sont là, il faut les activer et soyez prêts. Être prêt, c'est savoir poser les initiatives. L'autre élément, c'est un élément fondamental, se former en numérique. Vous avez besoin de communiquer, vous n'avez pas d'argent. Maintenant, tout le monde est connecté sur le Facebook, sur les réseaux sociaux numériques. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes dans les réseaux sociaux. Mais dans les réseaux sociaux numériques, tout le monde est connecté sur le numérique. Vous formez et vous faites une viralité. Formez, parce que quelqu'un d'autre ne peut pas faire mieux ce que vous savez que ce que vous faites. D'accord, moi je n'ai pas le temps. Très sincèrement, la seule formation que je cherche depuis très longtemps, c'est de me former en community management. Parce que je sais le potentiel que j'ai, qui n'est pas seulement sénégalais, mais qui est africain. D'accord, qui n'attend qu'être connu. D'accord. Parce que récemment, j'ai formé quelqu'un qui était au Bénin. Quelques communications est venue. Le ministère de la Santé du Bénin m'a envoyé quelqu'un. D'accord, pour que je le forme. Mais si j'avais une grande viralité, ça aurait pu faire d'autres pays. D'accord, hein? Donc, recruter des commerciaux pour quelqu'un qui débute. Ça peut sembler osé, non? Oui. Mais recruter quelqu'un qui se fera payer par commission. C'est pas moi qui te paye, c'est toi qui te paye. D'accord, je n'ai pas d'argent, mais j'ai une expertise à faire valoir, je peux pas la vendre. Vas-y, c'est vendu à 400 000, vous avez 25%. Savoir déjà augmenter la commission. Lui, il va courir après ces 25%. Il te fera de l'argent. Si vous en avez 10, à l'échelle, vous allez beaucoup gagner. D'accord. L'autre élément, c'est mettre en place une organisation souple. Nous avons un défaut ici en Afrique, c'est que lorsque vous mettez en place une petite entreprise, ses parents, tes grands-parents te disent, quelqu'un qui n'a jamais rien fait à faire du thé, on dit que il faut le prendre dans l'entreprise. Mais il vient, il ne sait pas faire des choses. Il va gâcher votre entreprise. Je préfère t'offrir de l'argent que d'intégrer quelqu'un qui n'est pas prêt à m'aider dans ce que je fais. Est-ce que vous avez vu dans cet espace un parent de M. Diack? Non. Il a beaucoup de parents. D'accord. Mais personne, lui, toute personne est là, right man at the right place. Donc il faut à la place qu'il faut. Donc, l'autre élément qui est déterminant aussi, il faut s'approcher des services fiscaux. Les fiscs. Parce que vous êtes là, nous avons notre sécurité, c'est parce que on paye les fiscs, quelqu'un paye les fiscs pour payer les militaires et les policiers pour nous sécuriser. Donc cet élément de citoyenneté, c'est pour nous. Et un autre élément, ça permet aussi d'accéder au marché public. Moi, je vends à 100 francs. Je mets 18%, mais c'est 12%, c'est l'autre qui le paye. Et je ne fais que donner au fisc. Et vous êtes en règle, vous avez une attestation qui s'appelle le quitus fiscal, qui te permet d'être crédible vis-à-vis de l'État et de gagner des marchés publics. D'accord. Faire les salons, faire les foires. D'accord. Je suis au dernier virage. Hein. Un autre élément qui est déterminant, il faut savoir travailler en co-traitance. La co-traitance, c'est quoi? Moi, je n'ai pas de bureau ici, n'est-ce pas? Mais des fois, j'ai un projet, je dis à M. Diack, je lui expose le projet, il me dit que oui, voici Ika fait ceci, moi je fais ceci. Nous travaillons en co-traitance, à égale responsabilité. Vous avez compris? Vous, votre expertise, c'est ça qu'on appelle un apport en industrie, l'expertise. Vous avez compris ça? Lui, il a le matériel, il a tout, il a les réseaux, vous avez l'expertise. On peut aussi travailler en sous-traitance. D'accord. Une entreprise n'a pas le temps ou n'a pas les moyens d'investir un créneau, vous dites que, bon, je prends ça et je le fais pour vous. Ça, c'est aussi une possibilité.
il faut attirer de la ressource humaine de votre domaine. Moi, je suis comptable. J'ai un petit niveau. Mais je peux drainer de grands comptables. Comment? Je lance un appel à candidature dans les réseaux sociaux. Mais les CV vont venir. Mais du CV de quelqu'un, je peux offrir un service. Je vois que quelqu'un qui fait des bilans financiers pour les entreprises. Mais je dis que c'est moi qui le fais. D'accord. Vous avez compris? Je prends ce service, je le fais faire à l'équipe commerciale. Vous avez compris ça? Et je prends la personne, je le paie à la hauteur de sa prestation et je mets ma marge. Vous voyez cette petite ingénierie? C'est ça qu'on appelle une ingénierie. Les petits détails, vous ne pourrez les avoir que parce que vous avez frotté un truc aux gens. Il y a quelques éléments qui vont. D'accord, hein? Et pour démarrer, il faut démarrer petit, oui, mais il faut démarrer avec les marchés chauds. Les marchés chauds, c'est quoi? Vous êtes formé dans cette école, ne partez pas. Les restaurants que vous voyez comme ça. Moi, j'entre dans un restaurant où le plat est excellent, mais l'endroit est très sale. Mais c'est un premier up de consultance. Je dis que si par exemple vous faites de la peinture, voyez les enseignes, ça ne coûte rien, c'est 5 000 francs, 10 000 francs, vous le coachez côté communication. Et elle voit son chiffre d'affaires augmenter. Mais elle va se dire que ce gars a de la matière. Et c'est en ce moment que vous êtes en train d'élargir votre perspective. Et comme je dis, il ne faut jamais voir quelque chose de petit. Tout est grand. Il faut savoir démarrer petit et persévérant. Et tout est au bout de l'effort. Donc, il y a un autre élément aussi par rapport à l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans les ambassades, les fonds d'ambassade. Il y a beaucoup de fonds d'ambassade qui sont rapatriés, mais quoi créer? Ce n'est pas des entreprises d'affaires, mais ce sont des entreprises sociales que vous allez créer. Des associations, des coopératives, des mutuelles, etc. Tout ça, vous faites un bon dossier, vous déposez dans les ambassades, ils vous donnent un formulaire très simple à remplir et c'est des millions que vous avez. Ce sont des possibilités qui sont là, mais inexploitées. D'accord. Donc, il y a de la matière. Hein. Maintenant, un autre élément, comme je l'ai dit tantôt en début d'exercice, je vais peut-être en finir par là, par deux à trois éléments. Nous sommes des gens qui viennent de l'intérieur du pays. Aucun de nous ne peut, après avoir son master, retourner faire de l'agriculture. Personne ne l'ose ici. Mais il faut maintenant changer la donne. Comment? Avec nos associations de localité, il faut commencer à poser le discours des conférences au niveau de nos localités pour dire que le développement endogène, le développement se fait au niveau de la base. D'accord? Mais lorsque le débat sera accepté au niveau communautaire, vous allez créer des initiatives à des gens qui ont échoué ici et qui restent à Dakar, ne pas rentrer, pour les faire rentrer et que la communauté finance sa réussite. De la réussite de la pédagogie par l'exemple. Les gens vont dire que ah, tiens, c'est possible. Les gens vont rester. Mais c'est un débat qu'il faut commencer à poser. Nous sommes là à ne rien faire. Vous voyez quelqu'un qui a trois boîtes d'aliments, quelques biscuits, quelques bonbons. Et même s'il vendait ça, il ne peut même pas acheter à manger. Il est dans les rues. Ah, mais c'est terrible. Alors qu'il a laissé la richesse, la terre. D'accord, hein? Oser démarrer petit, mais rêver très grand. Un autre élément aussi qui est fondamental et qui n'est pas le propre des Sénégalais, savoir rater des rendez-vous. Moi, une fois vous ratez un rendez-vous, non, c'est fini avec toi. Vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 11h, il est à l'autre bout de la ville, à 11h, puis vous dit que grand, je suis à Rufisque, je peux venir en ville. Je dis que non, attendez, je te rappelle, c'est fini. Les Sénégalais, c'est le rendez-vous CFA. Si c'est pour de l'argent, c'est eux qui viennent une heure temps avant. Mais si c'est pour travailler, oh, j'avais oublié. C'est terrible. D'accord. Il faut faire en sorte que vous respectez les rendez-vous et qu'on sache que vous êtes quelqu'un de respectueux des rendez-vous. Enfin, c'est un élément qui est déterminant que je vais dire, c'est qu'il faut que nos écoles aussi essaient d'adapter les curricula par rapport aux besoins des entreprises aussi. Il ne s'agit pas aussi de former, d'accord? Parce que comme on dit, c'est le marché, d'accord? Vous avez un produit, un excellent produit. Moi je dis qu'il n'y a pas d'excellent produit en réalité. Le produit qui existe comme excellent, c'est le produit voulu par un marché. Si quelqu'un veut de la médiocrité, d'accord, hein? Mais c'est excellent pour lui. C'est ce que font les Chinois. Les Chinois prennent un produit qui ressemble à ce produit. Ils font 3 fois, vous dites que c'est 3 produits, ça veut dire que non. Ça c'est pour l'Afrique. Ça c'est pour l'Europe, ça c'est pour l'Amérique. Parce que l'Africain, le yombo le bug. Est-ce que vous avez compris? Donc, si quelqu'un veut un produit, les gens attendent ça. Il faut former les gens, les étudiants par rapport à ça. L'autre élément qui est fondamental, avant de finir,
c'est que il faut que nos formateurs soient des praticiens de la chose à former. Moi, ce que je donne en enseignement, j'ai piloté beaucoup de projets et de programmes au Sénégal. Mais je ne fais que prendre, même le livre que j'ai publié, mais je n'ai fait que prendre ma pratique, que j'ai modélisée, que j'ai... Et c'est un livre de management qui est inédit. Inédit pourquoi? Parce que chez Minsberg, tous ces gens-là, je ne les ai pas cités. Pourquoi? Très simple, je dis que ce sont des gens qui ont fait du management idéologique. Parce qu'il y a des éléments de management qui sont propres à le contexte. Moi, j'ai fait du management à partir de ma pratique. C'est ça qu'on appelle une méthode inductive. Il faut donc prendre des gens qui sont des praticiens de la chose pour les mettre devant, pour dire leur pratique aux étudiants et montrer aussi leur pratique. Donc, sur ce, je félicite encore l'Institut français pour avoir fait le déplacement. Mais l'Institut français, je reviens pour dire qu'il faut aider les écoles du Sénégal. Aider les écoles du Sénégal. Parce que dans mon but, aider, mais il faut les aider parce que le niveau linguistique n'y est plus. Soit on se départ de la langue française, soit on la maintient, mais il faut qu'on soit aidé en mettant en place un dispositif de laboratoire de langue. Ça va aider votre langue aussi, c'est une belle langue, c'est une très belle langue, moi que j'aime très bien. D'accord, sur ce, je vous remercie